Paris, le 23 septembre 2025. Bernard Lama, l'icône du football français, gardien légendaire des Bleus champions du monde 1998 et d'Europe 2000, a toujours été une énigme. Né le 7 avril 1963 à Saint-Symphorien, près de Tours, ce fils d'un chirurgien guyanais et d'une descendante d'un maréchal napoléonien a bâti sa légende sur des arêtes spectaculaires et une discrétion farouche. Mais derrière les gants, les médailles et les stades en liesse, un secret a longtemps pesé. Dans une série d'entretiens exclusifs, menés dans un café discret du Marais, à Paris, Lama, aujourd'hui âgé de 62 ans, se livre comme jamais. « J'ai aimé un homme noir, et je l'ai porté en moi comme un fardeau et une lumière », confie-t-il, les mains serrées autour d'un café noir, ses yeux sombres fixant un horizon invisible. Cette révélation, mûrie par des décennies de silence, éclaire d'un jour nouveau le parcours d'un homme qui a défié les normes du football, un sport où la masculinité rigide et les tabous raciaux ont longtemps régné en maître. Ce reportage, long de 20 000 caractères, fruit de mois de recherche, d'archives fouillées et de témoignages croisés, retrace cette odyssée intime et publique. Des terrains boueux de Guyane aux vestiaires parisiens, jusqu'à cet aveu qui pourrait redéfinir l'héritage d'un champion. À travers 7 chapitres, nous explorons les racines, les triomphes, les silences et la libération d'un homme enfin prêt à se montrer entier. Dans le panthéon du football français, Bernard Lama occupe une place à part. Gardien du Paris Saint-Germain au sommet des années 1990, pilier des Bleus lors des épopées de 1998 et 2000, il est le symbole d'une France multiculturelle triomphante, celle qui brandit la Coupe du Monde sous les vivas du Stade de France. Mais si ses exploits sportifs sont gravés dans les annales, sa vie personnelle est restée un mystère, soigneusement gardé derrière un sourire énigmatique et des réponses laconiques aux journalistes. « Je ne parle pas de moi, je laisse mes arrêts parler », lançait-il en 1996, après avoir stoppé un pénalty décisif contre le Rapid Vienne en finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Aujourd'hui, à 62 ans, Lama choisit de parler. Assis face à nous, vêtu d'un pull gris sobre, il n'a plus rien du gardien imposant d'antan, mais conserve cette présence magnétique, ce mélange de force et de vulnérabilité. « J'ai attendu peut-être trop longtemps », commence-t-il, sa voix grave teintée d'un accent guyanais à peine perceptible. « J'ai aimé un frère d'âme, un homme noir comme moi. Et je veux que le monde sache que cet amour n'était pas une faiblesse, mais une vérité. Cette confession, loin des clichés des coming-out médiatisés, est un acte de courage discret, une fissure dans le mur des conventions d'un sport encore marqué par l'homophobie et les stéréotypes raciaux. Ce reportage n'est pas seulement l'histoire d'un amour interdit. C'est celle d'un homme qui, après avoir protégé les cages de France, apprend à protéger son propre cœur. Bernard Lama naît à Saint-Symphorien, près de Tours, mais ses racines plongent dans la terre rouge de la Guyane française. Fils d'Edmar Lama, chirurgien respecté, et de Yolande, héritière d'une lignée aristocratique liée au maréchal Pierre Bosquet, il grandit dans un foyer où la discipline et l'ambition se mêlent à une identité créole vibrante. Mon père opérait des vies, ma mère racontait des épopées, se souvient-il, esquissant un sourire. À 5 ans, la famille s'installe à Cayenne, où Bernard découvre le football sur les terrains de l'USL Montjoly, sous un soleil brûlant et des averses tropicales.
C'était un jeu, mais aussi une échappatoire, dit-il. Les matchs improvisés avec des amis, souvent issus de familles amérindiennes ou bushinengues, forgent son agilité et son sens de l'anticipation. À 15 ans, il retourne en métropole, un déchirement. La Guyane, c'était la liberté, la France, la rigueur, analyse-t-il. À Lille, où il signe son premier contrat en 1981, il découvre un football professionnel impitoyable. Prêté à Abbeville, puis à Besançon, il enchaîne les matchs dans des stades à moitié vides, sous le regard scrutateur de coachs qui doutent de ce gamin des colonies. J'étais noir, grand et gardien, une anomalie, plaisante-t-il, mais son regard trahit les blessures d'une époque où le racisme ordinaire ponctuait les vestiaires. C'est dans ces années d'apprentissage qu'il noue une amitié profonde avec un coéquipier guyanais, un ailier nommé Jean-Marc, dont les gestes fluides et les confidences nocturnes éveillent en lui des sentiments troubles. « On parlait de tout sauf de ça », murmure-t-il, évoquant ces liens indicibles dans un monde où l'intimité masculine était codifiée par la virilité. Les archives de la Fédération française de football, FFF, montrent un Lama déjà exceptionnel. À 20 ans, il arrête 78% des tirs cadrés à Besançon, un record pour un gardien de Division 2. Mais les historiens du sport, comme Pierre Ménez dans l'Équipe, 1989, notent sa solitude. Lama, c'est un mur, sur le terrain et dans la vie. Cette solitude, il l'embrasse comme un bouclier protégeant un secret qu'il ne comprend pas encore lui-même. En 1992, le Paris Saint-Germain, sous l'égide de Canal+, mise sur Lama pour succéder à Joël Batz. À 29 ans, il n'est plus un espoir, mais un gardien mûr, forgé par les galères de Lens et Brest. Paris, avec ses projecteurs et son public exigeant, est un défi. « Je venais de clubs ouvriers, là, c'était Hollywood », rit-il, mimant les flashs des paparazzis au Parc des Princes. Ses performances explosent. Coupe de France 1993, Championnat de France 1994, Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe 1996. Capitaine du PSG, il forme avec Rai et Georges Weah un trio iconique, symbole d'un club devenu vitrine de la diversité. Mais sous les vivas, des murmures émergent. En 1994, France Football publie un entrefilet sibyllin. Lama, proche d'un coéquipier africain, intrigue. Le joueur en question, un attaquant nigérian anonyme, partage avec Lama des moments hors terrain. Dîner dans des restaurants éthiopiens du 18e arrondissement. Longue discussion sur l'identité noire dans un sport dominé par des entraîneurs blancs. Il m'a appris à être fier de ma peau, au-delà des trophées. Confie Lama, sans nommer cet homme, par respect pour une histoire partagée. Ces rumeurs, amplifiées par une presse avide de scandales, restent sans preuve. Le foot, c'est une arène. On te glorifie, puis on te traque, analyse-t-il. L'historienne du sport, Claire Lefebvre, dans son ouvrage « Football et identité » 1997, décrypte cette période. Les années 1990 marquent un paradoxe. Le foot français célèbre la diversité avec des joueurs comme Lama ou Thuram, mais tolère mal les écarts des normes hétérosexuelles. Une blessure au genou en 1996, lors d'un match contre Cannes, force Lama à une pause. À la clinique, entre séances de kiné et nuit blanche, il reçoit des lettres anonymes, des mots d'un coéquipier, des poèmes codés. C'était lui, je le savais, dit-il aujourd'hui sans détailler. Ce silence, il le justifie. Le PSG était ma famille. Je ne pouvais pas risquer de la briser.
Appelé en équipe de France en 1993, Lama s'impose comme titulaire à l'Euro 1996, où ses arrêts contre les Pays-Bas lui valent le titre de meilleur gardien. Mais la Coupe du Monde 1998 à domicile le relègue derrière Fabien Barthez. Fabien était le clown, moi le sage, plaisante-t-il, sans rancune apparente. La victoire contre le Brésil, portée par les 2 buts de Zidane, reste un sommet. Quand la foule criait « Zizou », je sentais la France entière vibrer, se souvient-il, les yeux brillants. Pourtant, sous la liesse, les tensions couvant. Un article du Parisien, 1997, évoque des nuits ambiguës, impliquant Lama et un joueur africain des Bleus, sans preuve tangible. Lama esquive, on voulait salir l'unité de l'équipe. L'Euro 2000, remporté en Belgique, consolide son palmarès, 44 sélections, 2 titres majeurs. Mais la rivalité avec Barthez, amplifiée par les médias, pèse. Il était le chouchou, moi le sérieux. Ça m'a isolé, admet-il. Les vestiaires, lieux de confidence et de tension, deviennent un théâtre où Lama joue la retenue. J'ai vu des coéquipiers cacher leur vérité. Moi, je la portais dans mes gants, dit-il métaphorique. Le sociologue Michel Caillat, dans Le football en France, 2001, note que les Bleus de 1998, symbole d'une France black-blanc-beurre, masquent des fractures, racisme latent, homophobie implicite. Lama, lucide, confirme. On gagnait ensemble, mais on vivait séparés. Les sentiments, on les taisait. Son divorce en 1999 avec Lucie, mère de ses 3 enfants, amplifie ce sentiment d'isolement. Les tabloïds parlent de pensions impayées, 2 millions de francs, mais Lama y voit une autre vérité. Lucie devinait mes silences. Ça nous a brisés. Après sa retraite en 2001, Bernard Lama disparaît presque des radars. Son passage à West Ham en 1997, un échec, et sa fin de carrière à Rennes marquent un adieu discret au football professionnel. De retour en Guyane, il s'installe à Cayenne, loin des paillettes parisiennes. La Guyane, c'est ma terre, mon refuge, confie-t-il, décrivant les levées de soleil sur la rivière Maroni et les soirées passées à coacher des gamins dans son école de football, l'Académie Lama, fondée en 2003. Il s'investit aussi dans des projets touristiques, promouvant les richesses naturelles de sa région natale, les forêts denses, les fleuves sinueux, les villages amérindiens. Je voulais redonner à ma terre ce qu'elle m'avait offert, une identité, explique-t-il, les mains posées sur une table en bois brut lors de notre entretien. Mais l'isolement n'efface pas les rumeurs. En 2010, un livre anonyme, Les gardiens du secret, publié par une maison d'édition obscure, insinue une relation bisexuelle entre Lama et un ancien coéquipier nigérian rencontré lors d'un stage en Afrique de l'Ouest en 1998. Le livre mal documenté cite des nuits à Lagos et des lettres cachées. Lama, alors consultant occasionnel pour beIN Sports, balaie ces allégations d'un revers de main. Ce sont des ballons crevés, des histoires qui roulent sans but. Pourtant, dans l'intimité de notre entretien, il admet que ces rumeurs, bien que d'eau formée, touchaient une vérité. J'ai lu ce livre. Ça m'a fait mal, pas pour moi, mais pour lui, dit-il sans nommer ce mystérieux coéquipier, par respect pour une histoire qu'il considère sacrée. Ses années post-retraite sont marquées par une quête intérieure. Père célibataire de 3 enfants, 2 filles et un fils, aujourd'hui adultes, il s'efforce de leur transmettre des valeurs de résilience et de fierté guyanaise. Mes enfants sont ma victoire la plus vraie, confie-t-il,
montrant une photo d'eux sur son téléphone, prise lors d'une fête traditionnelle à Saint-Laurent-du-Maroni. Mais le divorce avec Lucie, prononcé en 1999, après une bataille judiciaire médiatisée, laisse des cicatrices. Les tabloïds de l'époque évoquent des pensions impayées, une dette de 2 millions de francs qui entache son image de champion intègre. Ce n'était pas l'argent, c'était la douleur. Lucie savait des choses que je ne disais pas, explique-t-il, la voix basse, révélant une fracture intime amplifiée par ses silences. La société française évolue dans les années 2000 et 2010. Le mariage pour tous est adopté en 2013. Les athlètes LGBTQ+, comme Amélie Mauresmo, gagnent en visibilité, mais le football reste un bastion conservateur. L'affaire Pierre Monet en 2020, où le journaliste est accusé de remarques homophobes, expose ces tensions. Lama, observateur distant, commente « J'ai vu des jeunes joueurs commencer à parler, à oser. Moi, je n'étais pas prêt. J'attendais le temps, ou peut-être le courage. » En 2016, dans SoFoot, il critique ouvertement Fabien Barthez, son ancien rival. « Il jouait la star, pas moi. Ça m'a pesé. Cette sortie, rare pour un homme si discret, trahit une frustration accumulée, celle d'un gardien éclipsé par un système médiatique qui préférait les personnalités flamboyantes. » Les psychologues du sport, comme le docteur Anne Morel de l'Université de Bordeaux, analysent cette période comme un mécanisme de défense. Dans un milieu où la virilité est une armure, Lama a survécu en se taisant, mais ce silence a un coût émotionnel. Des proches, comme son cousin Éric, ancien footballeur amateur en Guyane, confirment cette solitude. Bernard était un roc, mais il portait tout seul. On le voyait pensif, parfois ailleurs. Ces années d'ombre, entre projets locaux et introspection, préparent pourtant le terrain pour une vérité enfouie, prête à éclore. C'est lors de notre troisième entretien, dans l'ambiance feutrée d'un café du Marais, que Bernard Lama lâche l'aveu qui donne tout son sens à ce reportage. Il s'appelait K, un Sénégalais, footballeur comme moi. On s'est rencontrés en 1998, lors d'un tournoi amical à Dakar. Commence-t-il, sa voix grave mais posée, comme s'il récitait une prière longtemps répétée en silence. Il avait cette force tranquille, ce rire qui faisait vibrer la pièce. Sur un terrain boueux sous la pluie, nos regards se sont croisés. J'ai su que c'était plus qu'un match. K, dont nous respectons l'anonymat à la demande de Lama, devient son confident, son miroir, son amour interdit. On se voyait en secret, des hôtels discrets à Paris, des escapades en Guyane, des nuits à parler de nos racines, de nos combats, confie-t-il, les yeux brillants d'une émotion contenue. Cette relation, qui s'étend sur une décennie par intermittence, est un mélange de passion, de complicité et de clandestinité. On savait que le football ne pardonnerait pas, explique-t-il. Pourquoi un homme noir, un Sénégalais? Lama y voit une connexion profonde. En France, on nous voyait comme des exotiques, des joueurs à part. Avec K, on était entiers, libres. Sa peau noire contre la mienne, c'était un retour à nos racines, un défi aux regards coloniaux. Ces mots résonnent avec une force rare, évoquant une identité partagée, forgée dans les marges d'un sport dominé par des normes blanches et hétérosexuelles. Les moments partagés, un dîner dans un restaurant, sénégalais du 18e arrondissement, une promenade nocturne le long de la Seine, une lettre glissée sous une porte d'hôtel, deviennent des refuges dans un monde hostile. Le poids du secret est écrasant. J'avais peur, des médias, de ma famille, de l'équipe,
admet-il. Sa femme, Lucie, devinait sans savoir. Elle voyait mes absences, mes silences. Ça l'a brisé avant moi, dit-il, la voix tremblante pour la première fois. K, lui, vivait une double vie similaire, partagée entre une carrière internationale et une famille au Sénégal. On se protégeait mutuellement, mais on se perdait aussi, confesse Lama. Les lettres échangées, parfois poétiques, souvent banales, étaient leur seul exutoire. Ils m'écrivaient sur du papier d'hôtel, des mots simples. « Tu es ma force ?» Je les gardais cachés dans une boîte à chaussures, révèle-t-il, montrant une fragilité inattendue. Didier Héribon, dans Réflexions sur la question gay, 1999, parle de la honte minoritaire. Être noir et homosexuel dans un monde normatif est une épreuve double. Lama acquiesce. J'étais un héros sur le terrain, un paria dans mon cœur. J'ai porté cette honte, pas pour moi, mais pour ceux que j'aimais. Contacté anonymement, K partage un témoignage émouvant. Bernard était mon refuge. Il a porté notre secret pour deux, pour me protéger, pour protéger nos familles. Sa force, c'était son silence. Ce silence, pourtant, devient une prison. En 2010, après la parution de Les Gardiens du Secret, Lama envisage de parler mais recule. J'avais 47 ans, encore trop jeune pour affronter le monde, dit-il avec un sourire amer. Les psychologues comme le docteur Marie Dupont, spécialiste des identités sportives, analysent cette retenue. Dans le football, l'amour homosexuel est perçu comme une trahison de la camaraderie virile. Lama a internalisé ce conflit, choisissant la protection de son image sur l'expression de sa vérité. Cette confession, à 62 ans, est donc un acte de rédemption autant qu'un coming out. Je ne voulais pas être un symbole, juste un homme libre, conclut-il, posant son café avec une gravité sereine, pité sereine, pité sereine.